C'est là-bas que tout a commencé, grommela Zadok, les yeux fixés sur le récif. Cet endroit maudit, où naissent les profondeurs et toutes les cruautés de ce monde. C'est la porte de l'enfer. Ça descend tout droit jusqu'au fond. Là où aucune ligne de sonde ne peut y aller. C'est de la faute de ce Captain Obed, tout ça. C'est lui qui a trouvé plus qu'il aurait dû à cet atoll des mers du Sud. Meitia, que ça s'appelait. Si vous souhaitez l'interroger sur Obed Marsh, faites le 1. Si vous souhaitez l'interroger sur les îles des mers du Sud, faites le 2. Alors, là, clairement, je vais... Là, je vais l'interroger sur Obed Marsh en 207. Il était unique en son genre, Captain Obed. Ce vieux suppôt de Satan, hé hé. Je l'entends encore nous raconter ces histoires de pays perdus à l'autre bout du monde, ou bien traiter les habitants d'idiots parce qu'ils allaient à la messe et qui portaient le poids de leurs péchés sans rien dire. Ferait mieux de vous trouver des dieux comme toute la Polynésie qui disait, des dieux qui donnent plein de poiscailles en échange de sacrifices et qui répondent aux prières qu'on leur fait. Si vous souhaitez en apprendre plus sur Obed Marsh, en 2 ou en 3.15. Si vous préférez l'interroger sur la Polynésie, on va continuer à l'interroger sur Obed Marsh. J'ai l'impression de revivre effectivement le mythe là. On le découvrira, je pense aussi. Tout le monde était pas mal à cette époque. Avec le commence se casser la fiole et les usines qui tournaient plus, même les plus neuves. Et puis, nos meilleurs gars, ceux qui avaient recruté comme corsaires, s'étaient fait tuer en mer pendant la guerre de 1812, alors qu'ils avaient coulé à bord de l'Elisa ou du Ranger. C'était de Brick et de Chaland de Gilman. Obed Marsh avait 3 bateaux à flot. Et il y avait le Brigantin, Columbia, le Beck, Yeti et son 3-mâts. Et le Sumatra Queen. Ils avaient que lui pour traiter avec les Indes et le Pacifique. Et surtout ce maudit atoll de Media, au large de Tahiti. 182. Je pense que c'est là, je crois qu'on revient du coup. Là on en apprend plus sur le capitaine Obed Marsh. Eh ben... Matt Elliott, le second Obed, il disait que les sauvages de ce coin-là, ils avaient tout le poisson qu'ils voulaient, et qui portaient des bracelets, et des anneaux de bras, et des couronnes taillées dans l'or, et toutes bizarres couvertes d'images monstrueuses. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces soi-disant monstres, rendez-vous en 3 à 1. Si vous préférez interroger sur les habitants de l'îlot, poursuivez. Alors, je vais juste faire une petite pause. Les îles du Sud... Sur les soi-disant monstres, si vous préférez l'interroger, c'est les habitants de l'îlot. On va passer sur les habitants de l'îlot. 368. Il y avait qu'Obed pour découvrir la vérité sur ces païens. Je sais pas comment il a fait, mais il s'est mis à les troquer contre des trucs, des bijoux en espèces d'or. À leur demander d'où ils venaient et s'ils pouvaient en avoir plus, et à force ils ont fini par tirer les vers du nez de leur grand chef. Voilà Kea. Comme il l'appelait, personne d'autre. Obed avait voulu lui croire à ses démons cuivrés, mais le capitaine, il pouvait lire des gens comme les gens dans un livre. Maintenant, c'est moi que le plus personne croit que je le raconte, ça ferait pareil avec vous. Putain, c'est écrit d'une façon... À ces mots, une ombre mélancolique passe le visage raffiné du vieillard, comme rattrapé par l'évocation du passé. Il semble peine à trouver ses mots. Je suis à chaque fois obligé d'aller dans les différentes pages et tout. Malgré son air bilieux, Zadok reprend son... Malgré son air bilieux, Zadok reprend son récit d'une molle et pâteuse, cette fois. Une fois, Vlacobed décide de repartir là-bas. Alors, ils apprêtent son 3e mât là-bas, bon sang de bois. Comment s'appelait-il, Jastecoq? De noix à bord. Manifestement, vous allez devoir aider le vieillard à vous retrouver la mémoire. Si vous dites du coup du Ranger, c'est du... on fait 1, et si c'est du Sumatra Queen, c'est le 2. C'est le Sumatra Queen, non? J'attends juste que vous répondiez. Je crois que c'est pas le Ranger, c'est le Sumatra Queen, on est d'accord, hein? Le 3e, c'était le Sumatra Queen. C'était sûr, non? Je suis
suis pas sûr, mais j'ai un doute. Mais j'attends juste que vous me dites également, mais je crois que c'est le Sumatra Queen. Clairement, c'est le Sumatra Queen. Quasiment sûr. Ouais, c'est le Sumatra. On va voir. 185. Ok. Ouais, voilà, le Sumatra Queen. Mais c'est que vous suivez les racontards du vieux Zadok, vous, hein? J'ai pas l'habitude. Bref, faut savoir qu'à ce voyage-là, Obed l'a pris et il y avait que sur cette terre des choses que presque personne n'a jamais causées et que personne croirait si on leur racontait. Apparemment, ces sauvages sacrifiaient des tas de leurs jeunes gars et de leurs jeunes filles à des espèces de dieux qui vivaient sous la mer en échange de toutes sortes de faveurs. Ils allaient rencontrer ces bestioles-là sur la petite île aux ruines étranges, et il paraîtrait que les images affreuses des crapauds de poissons monstrueux étaient censées représenter ces saletés. Ça se trouve, c'est des bestioles qui viennent toutes des histoires des sirènes ou de ces machins dans ce genre-là. Si vous souhaitez m'interroger sur ces créatures, faites le 1. Sinon, si vous préférez parler des sacrifices, faites le 2. Vous préférez qu'il vous parle de quoi? Ouais, bah ouais. Ouais, c'est triste hein, de le laisser sur un quai désaffecté. Mais c'est surtout triste que tout le monde s'en fout ou que visiblement il en sait quand même beaucoup, je pense, à mon avis, par rapport à ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en sait plus du coup sur les créatures ou est-ce qu'on on veut en savoir plus sur le sacrifice? Hein, les créatures? Ok. 181. Ces bestioles-là, elles avaient des espèces de villes tout au fond de la mer. Et c'est de là qu'est surgit leur îlot, une soirée de fête païenne. Certaines de ces créatures vivaient encore dans le bâtiment de la pierre de l'île, étaient remontées à la surface. Et c'est comme ça que ces sauvages étaient découverts, tout ce qui se cachait sous l'eau. Ça les a sacrément effrayés pour sûr, mais ils ont fini par s'y faire et à causer en langue des signes. Et il y a longtemps qu'ils faisaient des commerces ensemble. Donc en fait, ils ont fait ça au cours d'une cérémonie, ils ont fait remonter un récif quoi. Hello 4L3X15 LOL. Putain, c'est pas facile à prononcer. Bienvenue à toi. Rendez-vous en 394. Donc en fait, ils ont fait venir l'îlot. Ils ont fait venir l'île suite à un rite, du coup. Et c'est comme ça que les créatures peuvent remonter à la surface. Comme je vous ai dit, les indigènes remontaient les bestioles sur ce petit îlot volcanique. Ils allaient en canoë avec des gens à sacrifier tout le tout-team. Et repartaient avec les bijoux qu'on voulait bien leur donner. Au début, les créatures restaient dans le coin à l'écart de l'île principale, mais au bout d'un moment, elles ont commencé à s'en approcher. Semblerait qu'elles cherchaient à se mêler aux humains et à célébrer des grandes fêtes avec eux. Surtout pendant les nuits de... Zadok cherche ses mots et son regard se trouble. Tâchez de le remettre sur la voie avant qu'il s'y perde. Les nuits de Valpurgis, pour le 1. Les nuits de Thanksgiving, le 2. Les nuits d'Halloween, le 3. Est-ce que c'est les nuits de Valpurgis, les nuits de Thanksgiving ou les nuits d'Halloween? Alors, si je me souviens bien, je crois que c'est les nuits de Valpurgis, mais ils ont dit le 31 octobre. Le 30 avril et le 31 octobre, ils avaient dit. Enfin, ils célébraient. C'est la nuit de Valpurgis. Hein. Ok, 378. 178. Ouais, je crois que c'est la nuit de Valpurgis, hein, c'est ça. Bien joué. Ouais mais Halloween et Valpurgis, c'est normalement la même chose, mais c'est Valpurgis du coup qu'on dit. Exactement, hein. La Valpurgis, ouais. Mais Matt, ça lui disait rien qui vaille, cette affaire-là. Et il répétait à Obed de ne pas s'approcher de cette île. Mais le capitaine a Aproguin et il voyait qu'une chose. Ces drôles de petits bijoux qu'on achetait tellement pas cher qu'on pouvait bien lui rapporter plus gros pour qu'on s'en fasse une spécialité. Au bout de quelques années, Obed avait amassé assez de machins dorés pour démarrer sa raffinerie et le vieux moulin à Foulon en ruine des Waits. Ah. Du coup, les Waits sont aussi affiliés, du coup, directement. Asnat Waits, c'est qui a failli nous renverser là. L'osait pas vendre des bijoux en l'état parce qu'on aurait trop posé de questions, mais le temps à autre, ces ouvriers chippaient pour en revendre, même allaient jusqu'à jurer de garder le secret, et aussi laisser les femmes de sa famille emporter certains, qui avaient l'air d'être plus humains que les autres.
Ouais, donc c'est pour ça que c'est comme ça que le collier en fait est apparu en fait. 184. Voilà, Kea elle a enseigné à Obed plein de rituels et d'incantations qui avaient un rapport avec les créatures de la mer. Et il fait voir certains villageois qui avaient pas grand chose d'humain. Pour finir, ils avaient offert un drôle de gris-gris en plomb qui, d'après lui, pouvait remonter les créatures poissons de n'importe où dans le monde. Et il pourrait avoir un nid. Suffisait de le balancer à la flotte avec une bonne prière et tout le reste. Wallachea disait que ces bestioles-là étaient présentes dans tout l'océan et qu'en cherchant bien, n'importe qui pouvait repérer un nid et les appeler quand ils en avaient besoin. Mais il y a pire, bien pire. Zadok ponctue sa tirade d'une longue goulée d'alcool suivie d'une série de bororigmes sonores. Sa tête dodelite quelque peu et vous voyez un filet de bave s'échapper de ses lèvres pendantes. Pendant qu'il vous regarde à nouveau, il esquisse une grimace curieuse, mi-inquiétante, mi-compatissante. Pas de soucis, pas de soucis. Y'a pas de soucis, t'arrives en cours. Borborigmes. Des borborigmes ineptes. Ouais. Vaudrait mieux que je la boucle. Si vous voulez pas attirer des ennuis, ouais. Vaudrait mieux pour vous que ce bon vieux Zadok ferme son clapet. Puant. Si vous voulez faire preuve de persuasion, si vous voulez connaître la suite de son histoire, faites un test de séduction. Alors, je pense pas que ce soit le même test de séduction que d'habitude, hein. Il faut qu'on fasse un 3, mais on va faire un test de séduction quand même. Séduction, on a combien en séduction? De base, on n'a rien, ok. Donc séduction, donc c'est là sur la capacité en fait du D8. Hein. Ce serait quand même bien qu'on puisse le faire. 6. Allez, en 224. 214, pardon. Et 213, 14. Allez. Ces créatures, on dit aux sauvages que s'ils se mêlaient les uns les autres, ça ferait des enfants qui auraient l'air humains au début, puis qui seraient de plus en plus comme ces monstres au vieillissant, jusqu'à finir comme par entrer dans l'eau et se retrouver le reste de la troupe au fond de l'océan. Et c'est là qu'il faut rouvrir les esgourdes, mais seraient devenus des poissons et seraient repartis dans l'eau et ils crèveraient jamais. Ces bestioles-là, elles mourraient pas, sauf si on les égouillait. Donc en fait, elles se reproduisent avec les humains, ce qui explique que les habitants, la plupart, elles sont effectivement pourvues de ce qu'on appelle le masque d'Innsmouth. Avec ou sans séduction, avec ou sans whisky, ouais, bon, peu importe. Si vous souhaitez l'interroger au sujet de ses prétendues immortalités, continuez. Si vous préférez en savoir plus sur la transformation. Donc là, on peut soit savoir plus sur l'immortalité, sinon on peut en savoir plus sur la transformation des Iliens. De l'île en fait, hein, directement. Est-ce qu'on s'intéresse plus à l'immortalité ou à la partie de la transformation? J'ai un jet de séduction sur le lieu, quoi. Fais-moi un jet de séduction. En fait, voilà, c'est est-ce que voilà, il a envie de nous causer ou pas? Est-ce qu'on paraît assez apte à ce qu'il puisse nous causer, quoi, clairement. Alors, je voulais choisir. Immortalité. Transformation. Ah, ça se sépare. Ben, ce que je vais faire, du coup, s'il y a personne... Non, 2, du coup. Ok, 2, du coup, sur la transformation, alors. Hein. Ok. Donc, en 3, 174. Quand ils vieillissaient et que ça commençait à se voir de trop long, on les cachait jusqu'à ce qu'ils décident de se mettre à l'eau et de partir. Il y en avait qui étaient plus atteints que d'autres, et même certains qui changeaient assez pour se retourner à la mer. Mais la plupart, ils finissaient exactement comme ces bestioles, et elles avaient dit... ceux qui naissaient en leur ressemblant, déjà transformation rapidement, ils se transformaient déjà rapidement, mais... Ceux qui étaient plus humains restaient parfois sur l'île jusqu'à la soixantaine, 70 ans environ. Même ils faisaient des petites tentatives sous l'eau de temps à autre. En général, ceux qui étaient définitivement foutus à la baille passaient souvent à se rendre sur la petite île
C'est ce qu'on appelle le récif du diable. Alors, faut s'imaginer qu'un type pouvait parfois se retrouver à tailler le bout de gras avec 5 fois leur grand-père qui avait quitté la terre ferme pas loin de 200 ans plus tôt. Ouais, donc en fait, ça fait hyper longtemps qu'ils sont là, en fait. Ça, du coup, la plupart du temps, ils ont acquis l'immortalité. Hein. Ouais, 211. Puis, vers 38, quand j'avais 7 ans, Obed a découvert que depuis, putain, non, mais c'est écrit d'une façon en même temps, que depuis son dernier voyage, ces sauvages avaient été massacrés jusqu'au dernier. Semblait que leurs voisins des autres îles avaient eu vent de ce qui se passait sur Mehetia et ils avaient décidé de prendre les choses en main. Ils rigolaient pas en tout cas, hein. Ils avaient rien laissé debout dans la grande île comme les petites îles volcaniques, sauf les ruines étaient trop grosses pour qu'ils puissent les abattre. Donc en fait ils se sont fait complètement massacrer les autres. Donc, plutôt pas mal, c'est peut-être ce qui va leur arriver aussi. On va tous les massacrer jusqu'au dernier. Bref, tous les sauvages zigouillaient et plus de traces de bijoux dorés et v'là que les autres sauvages voulaient pas souffler de mots de leur affaire. Ils avaient même la journée jamais eu personne sur l'île et qu'osaient raconter. Circuler, y a rien à voir. Forcément, c'était un sacré coup dur pour Obed, vu que son commerce normal l'allait pas déjà bien fort. Et tout le monde à Innsmouth se retrouve dans le même panier, puisque du temps de la marine, ce qui se rapportait au capitaine rapportait pareil à l'équipage. La plupart des gens de la ville ont encaissé cette mauvaise période comme des moutons résignés, mais ils étaient en sale état à cause le poisson se mettait à manquer dans le port, que la fabrique tournait plus beaucoup. En tout cas, parce qu'Obed pouvait plus causer à l'autre chef, comment s'appelait bon sang? Un nom à tout coucher dehors, mais moi j'ai tout fait de ces années, il s'appelait... Rafraîchissez la mémoire au vieux Zadok. Moi, il s'appelait Walakea, hein, du coup. Hein. Moi, ce qui me fait rire, en fait, c'est que... c'est un truc genre, oui, l'économie va mal et tout, le poisson va mal, et on compte sur un chef, un jeune entrepreneur pour rehausser le pays. Et qu'est-ce que fait ce jeune entrepreneur pour rehausser le pays, hein? Bah, il fait un pacte. Walakea, du coup, hein. C'est pas Walkaline ou Valpurgis, c'est Walakea, hein. Donc, dirigez en 183. Ah ouais, Walakea, c'est ça. C'est rare qu'on m'écoute comme ça, hein. Le dernier qui faisait aussi attention à ce que je disais, je l'ai payé cher. Tout ça pour dire qu'Obed l'a commencé à gueuler sur tout le monde, se comporter comme du bétail en chemin pour l'abattoir. Et de leur dire sur son joli paradis, il bougeait pas le petit doigt pour eux. Qui connaissaient des gens que leur Dieu leur avait donné tout ce qu'ils avaient besoin et que ces gens-là s'arrangeaient à son côté pour... il pourrait peut-être l'appeler à certaines puissances qui ramenaient des tas de poissons et même un bon paquet d'or. Videment, ceux qui se seraient sur le Sumatra Queen et qui l'avaient vu savaient bien de quoi il causait et ils couraient pas à l'idée de fricoter avec ces créatures de la mer qu'on leur avait parlé. Mais ceux qui savaient pas de quoi y retourner, ils ont pas tardé à se laisser manipuler par Obed. Et ils sont mis à leur demander comment ils pourraient leur mettre le chemin de cette foi qui répondrait à leurs prières. Soudain, le vieillard hésite, bafouille et finit par sombrer dans un silence morose. De temps à autre, il jette par-dessus son épaule un coup d'œil apeuré et il se retourne pour contempler d'un air fasciné la ligne noire du lointain récif. Brusquement, il braque sa tête hirsute vers vous et vous demande d'une voix brutale. Croyez au moins à ce que je raconte, hein. Dites-moi, vous y croyez? Si vous faites mine de ne pas croire à ces affabulations, l'ivrogne vous ignore. Si vous préférez manifester votre scepticisme, rendez-vous. Alors, si vous souhaitez faire mine de croire à ces affabulations de l'ivrogne, on va faire mine d'y croire, hein. Donc, rendez-vous en 197. Faire mine d'y croire, on peut déjà. Comme vous acquiescez, le vieillard hoche la tête d'un air satisfait et siffle la bouteille d'alcool jusqu'à la dernière goutte. Ouais, bon, en fait, on l'a plus pour. Hein. Et après avoir longuement léché le goulot, il bourre l'objet dans sa poche et se met à dodeliner juste de la tête en se parlant doucement à lui. On le croit, il a l'air sincère. Oui, bien sûr. Des phrases inarticulées, vous le percevez seulement quelques brives. Pauvre Matt, l'avait toujours été contre. Il essayait de mettre les gens de son côté et il causait
pendant des heures avec les pasteurs, mais il était trop tard. Ils avaient chassé le pasteur congrégionaliste hors de la ville. Puis le méthodiste est parti. Puis le pasteur baptiste, Résolvait Babcock, qui s'appelait, on l'a jamais revu. Le courroux du Seigneur. J'étais rien qu'un petit mouflé, mais je comprenais quand même ce qui se passait. Dagon et Astoraph, Bélial et Belzébuth, le veau d'or et les idoles de Canaan. Mais sincère, oui. Sous, mais sincère. Il s'interrompt à nouveau, et la lueur des yeux bleus larmoyants vous fait craindre qu'ils sombrent dans les béitudes. Vous pouvez pas comprendre. Vous pouvez rien comprendre. Tâchez de le convaincre du contraire. Faites un test en érudition. Érudition, ok, donc il faut que je fasse 5, donc c'est le classique, j'ai rien d'autre qui peut m'aider. Non. Donc 5 sur un des 12. 10, oui. Donc rendez-vous en 192. Allez, crash, crash. Hé hé, c'est qui commençait à comprendre, hein. Dès que j'aurais aimé être à ma place en ce temps-là, quand je voyais les choses de la mer, la nuit, puis la lanterne sur le toit de ma maison. Oh, les petits lardons, ils ont de bonnes oreilles, je vous dis que ça. Et si je perds rien, ce qu'il racontait sur le capitaine Obed et les hantes calées au récif. Putain, c'est tellement écrit des trucs, il y a des abréviations, des trucs que j'ai vraiment du mal. En même temps, en fait. Et à la fois où j'ai chippé la longue vue de mon père et vu que la lanterne du récif grouillait de forme et qu'on aurait vu replonger Fissa quand la lune s'élevait. Obed et ses gars étaient à Doris, à Dori. Mais formés là, ils avaient qu'à plonger de l'autre côté du récif dans l'eau profonde et sont jamais remontés. Comment ça que je vous dirais à vous, d'un petit morveux tout seul dans un bateau de lanterne, en train de regarder des formes qui seraient même pas humaines, hein? Si vous souhaitez l'interroger sur les intentions d'Obed, dirigez-vous, ok? Si vous souhaitez en savoir plus sur les disparitions d'Innsmouth. Donc est-ce qu'on veut en savoir plus sur les intentions d'Obed ou sur les disparitions à Innsmouth? Ah, peut-être, ils en parlent pas. Ouais, je pense que ça doit être ça. Je pense que ça doit être clairement ça. Mais ils en parlent pas hein, directement. Hein. C'est pas du tout, je suis pas du tout le MJ dans le sens. Hein, c'est moi qui découvre l'aventure. Ils en font extrait. Ouais. Disparition. Ok. Disparition. Alors, hop, 213. Non, pas chapitre 4. Et non, chapitre 1. En même temps, c'est la mine d'informations. Putain, on a bien fait de le voir. T'imagines si on l'avait pas vu, on n'aurait rien eu comme information. Ça voudrait dire que les juifs, on va faire Dagon, oui. Très certainement, oui. Imaginez qu'une nuit, ils auraient vu Obed pousser quelque chose de lourd par-dessus son dory, derrière le récif. Et que le lendemain, ils auraient appris qu'une jeune type avait disparu de chez lui, hein. Y a personne qui a jamais revu ni entendu parler d'Aris Gilman après ça, je me trompe? Ou de Nick Pierce, ou de Lily Waite, ou d'Anoriam Southwick, ou d'Henry Gerson. Si vous souhaitez remonter la conversation Obed Marsh, rendez-vous en 371. Si vous préférez en savoir plus sur les disparitions, vous poursuivez. Bon, on va poursuivre. Hein. On va poursuivre. Et bien, quelques pêcheurs de Kingsport qui ont débarqué avec leur sloop pour profiter de nos poiscailles, mais ils ont tous disparu. Tu m'étonnes. Personne ne les a jamais revus. Il ponctue son exclamation d'un éclat de rire grinçant qui semble contredire les larmes naissantes au coin de l'œil de ces vieux chassieux. On est en 372. Et puis, c'est que les gens d'ici, ils ont créé un ordre ésotérique de Dagon et qu'ils ont racheté la loge maçonnique de la commandanterie de Calvaire pour l'y mettre dedans. Matt Elliott, il était franc-maçon et s'est tout de suite opposé à la vente, mais il a fini par disparaître lui aussi. Un sacré coup dur pour les honnêtes gens d'Innsmouth. La disparition du vieux Matt, ça a tout changé. L'année de la peste, comme il disait dans la région, c'était un
C'était en. Les yeux caves du vieillard se troublent à mesure qu'il échoue à retrouver la bonne date. Rafraîchis-lui la mémoire, avant qu'il ne sombre dans une profonde stupeur. C'était en 1845, 1846 ou 1847. Putain, fallait être attentif. C'était en quelle année la peste à Innsmouth? La maladie? Ouais, c'était en 1960, ces eaux-là. 1845, 1846 ou 1847? J'ai un gros doute en fait. Je crois que c'était 45, 46. Quelqu'un se souvient de quand c'était la peste? Je crois pas que vous étiez déjà là, malheureusement. C'est pas, désolé, c'est pas grave. C'est pas grave. Je crois que c'était 46 de mémoire. Allez, on va tenter 46, on va suivre. 212. Ah, bien joué. En 46, voilà. C'est cette année-là que les gens de la ville ils ont commencé à se poser des questions et à réfléchir à deux fois. Trop de disparitions, trop de serments excités pour pendant les messes, trop de rumeurs à propos du récif. Alors une nuit, il y a un groupe qui a suivi la bande d'Obed jusqu'au récif et j'ai entendu des coups de feu à cet endroit-là. Le lendemain matin, Obed et 32 gars étaient sous les verrous, avec tout le monde qui se demandait ce qui s'était passé ou qu'est-ce qui avait pu pouvoir les accuser. Seigneur, si seulement ils avaient su ce qui les attendait, au bout de 2 semaines ou plus, rien n'a été jeté à la mer. Rien n'a été jeté à la mer. Donc en fait, ils les ont arrêtés. Ouais, épidémie d'Innsmouth de 1846. En fait, ils les ont arrêtés. Au bout de 2 semaines, au plus, rien y avait été jeté à la mer. Donc en fait, ils ont disparu, c'est quoi? On va voir. Zadok montre à présent des signes d'agitation et d'épuisement, et vous tu m'étonnes, et vous le laissez en paix pendant un moment. La mer monte, désormais le clapotis des vagues semble réanimer le vieil homme qui reprend d'une voix fiévreuse. C'est abominable cette nuit, je les ai vus. J'étais perché sur mon lanterneau. Des hordes entières dénuées, ça pullulait sur le récif et ça remontait le port. Jusque dans le Manuxet. Seigneur, est-ce que ça puisse se passer dans les rues d'Innsmouth ce nuit-là? Ils s'acharnaient sur notre porte. Mais pas pour l'ouvrir. Puis les sorties de la fenêtre de la cuisine avec un mousquet pour aller chercher le conseiller Maury et voir ce qu'il s'y pouvait faire. Des piles de cadavres et des types agonisés, des coups de feu, des hurlements, ça beuglait partout. Sur la place de la Vigne, sur la vieille place et la grande place de New Church Green, les ports de la prison défoncés, annonces publiques, trahison, que des gens de l'extérieur y sont venus et ils ont trouvé que la ville à moitié en moins. Et on nous a dit que c'était la peste. Il restait plus rien de ceux qui avaient accepté de rejoindre Obed et ceux qui allaient tenir leur langue. J'avais jamais revu ça et mon papa, je l'ai jamais revu après. À ces mots-là, les larmes qui jusqu'alors perlaient le long des coins des yeux du vieillard se mettent à dévaler la chair brunée sur ses joues. Il sanglote en silence pendant de longues secondes et s'étire en une minute en proie au chagrin dévastateur qui menace d'abréger la conversation. Il faut que je fasse un jet de psychologie. Alors, mais ce n'était pas une bactérie Yazerna pestis, c'était un parasite d'une autre nature, ouais. Faites un test de psychologie. Donc, faut qu'on fasse 8, et c'est sur cette test-là, sur un D12 du coup. Hein. Ouais, c'est bon le vieux, calme-toi, allez, arrête de chouiner, t'as perdu ton père, ça nous est tous arrivé. C'est un peu un truc comme ça qu'on veut lui dire, très certainement. En cas d'échec, allez, en 361. Bon, un gros échec. Les joues rongées par les coupes roses du vieil homme s'empourprent si brusquement que vous craignez le voir faire un malaise. Ses yeux pareils à 2 billes de feu sertis dans un masque de glaise écarlate, vous évaluez d'un air rogue. Non, vous pouvez pas comprendre. Personne n'y peut jamais rien. Pauvre vieux.
Des années et des années que j'essaie d'expliquer, et puis personne l'a rien écouté. Vous êtes bien comme tous les autres, vous, hein, à venir du dehors et à nous regarder avec mépris, sans rien que s'il se passe dans cette ville du démon. Allez, fichez-moi le camp. Fichez-moi le camp d'ici, et plus vite que ça, si vous tenez à votre peau. Vous avez beau tenter d'apposer le courroux du vieil homme et de l'ivrogne, il vous repousse sèchement et s'éloigne en direction du nord. Bientôt, il disparaît à l'angle d'entrepôts noircis par les intempéries. Ah bah là, pour le coup, c'est l'empathie 0, quoi. Ok, donc on 193. Donc on a fini. On aurait pu avoir encore, je pense, quelques petites infos, mais bon, en même temps, on a bien tenu, je trouve. Hein. Ébranlé par ce pénible épisode, vous vous éloignez pensivement de la rive. Malgré l'évidente puérilité de son récit, la gravité démente de l'effroi du vieil homme Zadok instille en vous un malaise grandissant, qui s'ajoute à votre répugnance première pour cette ville aux insaisissables ténèbres. Il commence toutefois à se faire dangereusement tard. Votre montre affiche 19h15 et le bus pour Arkham quitte la grande place à 20h. Il est temps de rentrer. Rendez-vous en 365. Alors, est-ce qu'on va pouvoir rentrer? C'est la grande question. Manquez plus que son poing dans la gueule. Non, tu lui mets une tarte en mode allez, c'est bon, le vieux, calme-toi. Allez. Quand vous parvenez enfin sur place, vous remarquez presque que tous les flâneurs se sont rassemblés devant la porte de la pension Gilman. Les yeux saillants, humides et fixes détaillent chacun de vos mouvements quand vous pénétrez dans l'hôtel pour récupérer vos bagages. L'homme qui vous accueille n'est pas le vieillard affable de tout à l'heure. Ça, je peux l'enlever d'ailleurs. Hop. Donc en fait, on est là, hein, pension Gilman, on est là. L'homme qui vous accueille n'est pas le vieillard affable de tout à l'heure, mais un individu à la mine sinistre et renfrognée, au visage rongé de plaques squameuses. Il vous tend vos affaires en grommelant une phrase indistincte, puis vous raccompagne à l'extérieur, et où vous percevez avec soulagement le bruit de la ferraille du bus de Joe Sargent. Rendez-vous en 262. Ils ont changé entre-temps. Je pense que le bus va avoir une défaillance, bah bien sûr. Un peu avant Water, l'autocar fait une entrée tapageuse vers la place avec 3 passagers à son bord et se gare devant vous. Un homme à l'allure inquiétante s'avance alors pour marmonner depuis le trottoir quelques mots indescriptibles au chauffeur. Sargent jette par terre un sac postal et un rouleau de journaux, puis pénètre dans l'hôtel tandis que les passagers, les mêmes hommes que vous avez vus ce matin, descendent à Newburyport. Se traînent sur le trottoir. Ah, les mêmes hommes qu'on a vus à Newburyport se traînent sur le trottoir. Ouais, c'est ça, portant un éternel col roulé avec sa casquette de golf. C'est ça qui est dit, ouais. Vous montez dans le véhicule vide et choisissez votre siège. Mais à peine vous êtes voici que Sargent réapparaît et se met à grommeler quelque chose avec sa voix rocailleuse parfaitement répugnante. Apparemment, vous jouez de malchance. Oh, c'est pas de chance. Le moteur a eu des ratés et le bus ne va pas pouvoir effectuer sa correspondance à Arkham. Non, il est impossible de le réparer dans la soirée et aucun moyen de transport ne permet de quitter Innsmouth ce soir pour Arkham ou ailleurs. Sargent est désolé, mais vous devez passer la nuit à l'hôtel Gilman. Le réceptionniste vous fera certainement un prix. Non, il n'a pas d'autre solution. C'est donc presque sonné par cet obstacle imprévu et par la terrifiante perspective de voir la nuit tomber dans cette ville en déclin que vous descendez du bus et regagnez le hall de l'hôtel où le réceptionniste de la nuit vous indique que vous pouvez prendre la chambre 428 à l'avant-dernier étage. Grande, mais sans eau courante, pour $1 seulement. C'est pas cher, hein, $1 seulement. Et voilà, manque de financement dans les transports publics. Et c'est ça. Rendez-vous en 300. Ah, bah, il est sympa. Franchement, malgré tout, ils ont le sens des affaires parce qu'ils me font la nuit quasiment gratuite. Hein, $1. C'est franchement des super commerçants. Ça peut que être des bons commerçants. Vous signez le registre, réglez la somme demandée, laissez le réceptionniste de nuit porter vos valises et gravissez à sa suite 3 étages de marches grinçantes et de paliers poussiéreux, en l'occurrence inoccupés. Au bout de votre couloir se trouve une salle de bain pourvue d'une antique cuvette de marbre, d'une baignoire en étain et d'une fenêtre malpropre donnant sur une échelle d'incendie. La chambre 428 dans laquelle on vous guide, une pièce lugubre à l'arrière de l'établissement et percée de 2 croix, donne sur une cour glauque, cernée de bâtiments de briques déserts.
Les dernières lueurs du soleil à l'agonie filtrent à travers les carreaux et l'obscurité peu à peu s'épaissit. Malgré l'atmosphère étouffante de cette ville lépreuse, vous sentez la fatigue vous gagner. Sans doute vous fait-il croire vous fait-il voir le contre-coup nerveux des aberrations dont vous avez été témoin aujourd'hui. Si vous voulez inspecter votre chance, vous faites le 1. Si vous souhaitez vous allonger, vous faites le 2. Est-ce qu'on s'allonge tout de suite ou est-ce qu'on inspecte la chambre? Donc inspecter la chambre le 1. S'allonger tout de suite le 2. Franchement 2 étoiles sur TripAdvisor. Même pas. À mon avis ce sera beaucoup moins que ça une fois que notre séjour sera passé. Je pense, mais on sait jamais. Ah là. J'aurais demandé une autre chambre. Oui, excusez-moi, vous n'avez pas une autre chambre? Hein? Je connais la suite. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Ok, alors on inspecte la chambre. Bien sûr, on va tout de suite tout inspecter. Alors, attends, j'ai une musique pour le mal. Ah, ça c'est le bus qui redépart. Alors. Attends. Le 1. Pour le 1. Vous inspectez la chambre en 29. Votre chambre est chichement meublée d'un sobre lit en fer forgé, d'une penderie rongée par la mérule et d'une lourde commode en orme. N'était-ce pas un rémulgue fétide de bois moisi qui se mêle hideusement au relent de poissons imprégnant la ville et l'épaisse couche de poussière au sol? Vous pourriez vous trouver dans n'importe quelle chambre de n'importe quel hôtel miteux de l'État. Comme vous poursuivez votre inspection, votre regard tombe sur d'étranges marques laissées dans le bois à l'entrée de la porte. À l'évidence, le verrou qui s'y trouvait a été ôté récemment. Sans doute ne fonctionnait-il plus, comme tant d'autres choses dans cet établissement vétus. Faites un test de perception. Il faut qu'on fasse 5. Test de perception. Ok, perception. Mais par contre, du coup, j'ai plus combien? Perception, donc j'ai 3 déjà de base. Donc il faut que je fasse au minimum 2 avec un dé. C'est avec un D4, hein, perception. Un D8, pardon. Perception. Ah non, c'est un D12, pardon. Un D12. Bon, on devrait y arriver. Ouais, largement, on a fait 11. Bien. Du coup, 17. Les nerfs à fleur de peau, vous fouillez votre chambre et découvrez abandonné dans la penderie un verrou visiblement de la même taille que celui naguère installé sur la porte. Afin d'épaissir quelque peu votre appréhension, vous vous appliquez à le fixer sur un battant à l'aide d'une pièce de monnaie. Le verrou s'ajuste parfaitement et vous éprouvez un soulagement certain à l'idée de pouvoir vous enfermer pour la nuit. Si vous voulez poursuivre l'infection de votre chambre, vous allez en 3-5. Ah, c'est les bruitages de l'hôtel que j'ai mis en même temps. Bon, on va continuer d'inspecter la chambre. Hein. Il doit y avoir d'autres choses, on va pas s'arrêter en si bon chemin, ça serait dommage. 2 portes mitoyennes communiquent avec les chambres nord et sud. Toutes 2 sont équipées de verrous, que vous vous empressez de fermer. Après avoir fait le tour de votre chambre, vous décidez de vous coucher. Sans lit même, vous vous déshabillez. Et vous jetez sur le matelas dur et inégal de votre lit. À la lumière clignotante de l'ampoule électrique installée au-dessus de votre tête, vous parcourez distraitement quelques pages d'un Arkham Advertiser, vieux d'1 an, récupéré à la réception. Enfin, épuisé par la journée et l'ambiance de votre sinistre environnement, vous éteignez la lumière et sombrez lentement dans une somnolence peuplée de rêves fiévreux. Allez, en 3-14. Un craquement sourd vous réveille en sursaut. Tendant l'oreille, il vous semble percevoir des bruits de pas sur les marches et le long des couloirs de l'hôtel. Vous êtes bientôt frappé par le rythme lent, presque furtif de ces grincements. Cela ne vous plaît guère et vous semblez demander s'il est bien prudent de rester dormir, de vous endormir après tout.
L'obscurité paraît amplifiée par le moindre bruissement nocturne, et le flot d'idées sombres et déplaisantes vous submerge. C'est alors que, après un long et lugubre moment de silence, vous entendez, précédé du gémissement du bois dans l'escalier, puis dans le couloir, ce bruit léger et affreusement reconnaissable qui vient de confirmer d'atroces manières pour vos craintes inavouées. Sans l'ombre d'un doute, quelqu'un, avec une infinie précaution, tourne la clé dans la serrure de votre porte. Vous avez précédemment verrouillé l'entrée de la porte, allez en 336. On a précédemment verrouillé, bon, 336. N'empêche, t'imagines le truc atroce, tu es dans un hôtel miteux, délabré et tout, et tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui essaie d'ouvrir la porte, quoi. Par bonheur, le verrou que vous avez installé semble empêcher l'intrus d'ouvrir le battant. Quelques instants plus tard, le prudent cliquetis cesse et vous entendez qu'on déverrouille la chambre plus au nord avec un passe-partout. Puis, on ouvre doucement la poignée de la mitoyenne qui la sépare de la vôtre. Le verrou tient bon, heureusement, et le rôdeur quitte la pièce avec un concert de craquements étouffés. On a déjà eu rendez-vous en 27. Au bout d'un moment, vous percevez un autre cliquetis et vous en déduisez qu'on pénètre dans la chambre au sud de la vôtre. Une nouvelle fois, on tente furtivement de pousser le battant verrouillé, et une nouvelle fois, on doit battre en retraite. Le gémissement du parquet résonne dans les couloirs, puis dans l'escalier. Constatant que vous vous êtes enfermé, l'intrus semble pour l'instant renoncer à sa tentative d'effraction. Tremblant de peur, d'hébétude et d'adrénaline, vous comprenez vos pires craintes sont avérées. Il faut quitter cet endroit à tout prix. Bon, 3, 4. Ça ferait longtemps que j'aurais même dormi dehors, moi. À tâtons, vous guidez jusqu'à l'interrupteur afin d'allumer l'ampoule. Putain, la musique qui arrive à ce moment-là, je me suis demandé d'où ça venait. Du plafond, et vous rassemblez vos affaires. Mais il ne se passe rien. Vous comprenez que le courant a été coupé. De toute évidence, une mystérieuse et démoniaque conjuration est à l'œuvre ici. Vous devez au plus vite vous échapper de cet hôtel si vous tenez à la vie. Si vous voulez vous rendre par la fenêtre, vous tapez 1. Si vous préférez sortir par le palier, vous tapez 2. On passe par la fenêtre ou par le palier. Techniquement, je dirais plus le palier, la fenêtre que le palier. Mais après... Palier ou la fenêtre? Moi, je dirais la fenêtre. Fenêtre, hein. Oui, par le palier, j'utilise. Fenêtre, hein, ouais. Ouais, je pense que c'est mieux la fenêtre. On va mettre ça. La fenêtre. Donc la fenêtre, c'est 2. Ok. Vous vous approchez des fenêtres sur la pointe des pieds pour évaluer les chances de descendre par cette voie. 4 étages vous séparent de la cour pavée en contrebas, soit une chute potentiellement fatale ou incapacitante. À droite, cependant, d'anciens immeubles de bureaux en briques jouxtent l'hôtel. Leurs toits en pente montent suffisamment haut pour que vous puissiez les atteindre d'un bond depuis votre niveau. Toutefois, un tel saut ne pourrait s'effectuer que depuis votre chambre située à 2 portes de la vôtre vers le nord. Si vous souhaitez sauter au mépris du danger, vous faites le 1. Si vous souhaitez vous rendre dans la deuxième chambre au nord en passant par la porte de communication, vous faites le 2. Si vous préférez sortir sur le palier, vous faites le 3. Ah mais ça malheureusement c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait? 1, on saute au mépris du danger, j'éviterai. Le 2, ce serait celui que je suis le plus enclin. On essaie de se rendre dans la chambre au nord pour essayer de partir par la porte communicante. Et le 3, on passe par le palier. Mais... oui, normalement, il faudrait utiliser un rideau. La chute peut être fatale, hein, clairement. C'est ce qu'ils ont dit. Moi, je vais aussi la 2. Ok, bon, on va partir en 30. Allez, 2. Vous décidez de passer les chambres afin d'atteindre l'unique fenêtre propice à votre évasion. À 2 portes de là, au même moment, vous percevez de nouveaux grincements de marche, plus appuyés cette fois. Une lueur vacillante filtre sous la porte, et le plancher du couloir gémit sous une charge pesante. Des bruits assourdis qui peuvent peut-être être en sorte d'une gorge se rapprocher.
et l'on finit par frapper violemment à la porte. En toute hâte, vous poussez la commode contre le battant et vous vous ruez vers la porte, la porte communicante au nord, qui semble verrouillée de l'autre côté. Vous devez l'enfoncer. Ok, donc là, je risque de perdre des dégâts. Hein. Donc, on l'enfonce. Alors, attends, on l'enfonce. Donc... J'ai pas de truc, pardon. On l'enfonce, donc c'est le point. Faites un test de puissance. Donc on a plus 1 en puissance. Et puissance, c'est le corps, donc c'est un des 10. Il faut qu'on fasse un 5. 3. Donc non. Donc on perd 2 points de vie. C'est génial. Qu'est-ce qu'on s'amarre. Je vais changer parce que... Alors attendez, juste une chose. Hop, désolé. Poursuite. Alors, donc là... Ah bah il peut pas. En fait c'est pour ça. Pardon, excusez-moi, désolé, j'avais prévu tout un truc de musique, mais visiblement ça veut pas. Donc quand je perds 2 points de vie, excusez-moi. Hop. Et ça pue vraiment là. On va dire que c'est bon, ok. Par le mec est juste devant nous. Ouais bah là concrètement on essaie d'être discret, c'est loupé hein. Donc on va en 39. Bon au moins la porte est ouverte mais on s'est blessé. Le battant cède, mais dans un tel boucan qu'il est impossible pour ceux qui vous assiègent qu'il n'est pas entendu. Les coups à la porte se muent en martèlements violents, tandis qu'un sinistre tintement de clé résonne sur le seuil de la chambre où vous vous trouvez. Si vous souhaitez pousser le verrou de la porte d'entrée, faites le 1. Si vous préférez vous élancer vers la porte de communication sans perdre un instant, faites le 2. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc le battant cède, mais dans un tel boucan qu'il est impossible pour ceux qui vous essayent de ne pas l'avoir entendu. Les coups de la porte se muent en martelant violemment, tandis qu'un sinistre tintement de clé résonne sur le seuil de la chambre où vous vous trouvez. Est-ce qu'on pousse le verrou de la porte d'entrée ou on s'élance? Moi je pense qu'on s'élance. On s'élance. Dites-moi qu'on s'élance. Faut qu'on s'élance là. Ouais, la 2. Ah ouais, c'est ce qu'il faut faire, la 2. Vous vous élancez aveuglement vers la porte suivante, prêt à l'enfoncer et à vous rouer sur le verrou à l'entrée de la pièce voisine. S'il est encore en place, avant que vos agresseurs y fassent éruption. Malheureusement, l'un de vos poursuivants ouvre la porte d'entrée de la chambre que vous venez de quitter et se précipite sur vous. Vous avez tout juste le temps de sentir un objet métallique heurter votre tempe avant de sombrer dans l'inconscience.